je te vois plus là. C'est pas grave. On démarre. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce webinaire. Webinaire qui est animé par RH Solutions et le club management de RH Solutions, le club management RH Solutions. Donc, je me présente, je suis Éric Tranto, votre serviteur de cette matinée. Je suis l'animateur du club management RH Solutions et également du réseau franchisé pour la société RH Solutions. RH Solutions, c'est une société de portage salarial basée à Toulouse. Ça fait 20 ans que nous existons. Portage salarial, c'est quoi? C'est très simple. C'est un dispositif qui permet à des indépendants de réaliser des missions sans se préoccuper de la partie administrative, puisque c'est le portage salarial qui s'occupe de ça. Et donc voilà, donc c'est très simple, mais je vous invite à aller sur notre site, vous aurez plus d'explications et j'en donnerai également à la fin. Avant de démarrer, de présenter notre intervenant du jour, je voulais savoir si vous avez le son et l'image de ce webinaire, si vous pouvez me faire des retours. Voilà, Sybille qui me dit le son et l'image, c'est OK, c'est parfait, c'est super. Donc vous aurez tout le loisir de poser des questions. Je me ferai un plaisir d'être le relais auprès de notre intervenante. Anne Charavin. Alors Anne, bienvenue Anne dans ce webinaire. Est-ce que tu peux dérouler le slide pour que je puisse te présenter et ne pas faire d'impair? Merci Eric, c'est fait. Alors Anne est coach professionnelle, thérapeute formatrice, directrice et fondatrice du cabinet Prendre sa place, bien sûr Calliope, pour les actions de formation. Elle est experte en leadership, intelligence émotionnelle, communication clarifiante. Voilà, donc on va passer un super moment sur la communication. Je connais très bien Anne et je sais qu'on va apprendre plein de choses sur l'art de communiquer. Alors, je vais vous faire juste une petite anecdote là en démarrant le webinaire. Il se trouve qu'on était trois avec Tanguy, qui est l'assistante technique, et je lui disais donc bonjour. Et il m'a répondu bonjour, et je sentais que c'était un petit bonjour. Et je lui dis, mais Tanguy, comment ça va? Il me dit comme un lundi. Ah, généralement, comme un lundi, c'est pas une très très bonne réponse pour démarrer la semaine. Il me dit non, 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 mais c'est un lundi joyeux et tout va bien. Et vous voyez, donc en creusant un peu, en essayant de comprendre la communication, on est parti sur des bases joyeuses et positives. Comme quoi, communiquer, ce n'est pas qu'une affaire de vocabulaire, mais je vais laisser notre experte nous parler de tout ça. On va apprendre plein de choses. N'oubliez pas de poser vos questions et je les poserai à Anne. Voilà, Anne. Merci beaucoup Eric. Alors donc, pardon, au sommaire de ce webinaire, on va parler un peu de définition parce qu'il faut quand même commencer par là. Des obstacles à la communication. On va distinguer aussi qu'est-ce que c'est qu'informer, qu'est-ce que c'est communiquer. C'est pas la même chose. Voir que le fait de communiquer, c'est un choix. Et d'ailleurs, que les leaders font le choix d'une communication directe. On verra aussi quelles sont les clés pour bien communiquer et quels sont les gains. Les risques, on les aura vus d'ailleurs avant. Et puis, vous pourrez peut-être aller plus loin si vous le souhaitez et poser toutes vos questions. Si vous avez des questions d'ailleurs au fil de l'eau, en fonction de ce qui apparaît, Eric pourra me les communiquer. Et à ce moment-là, si c'est possible, j'y répondrai au fil de l'eau. En tout cas, ce que je veux commencer par vous montrer là dans les définitions, une petite définition simple du Robert, hein, c'est que communiquer, c'est faire connaître, transmettre quelque chose à quelqu'un et se mettre en relation. Hein, quand on dit on communique. Alors, la communication, hein, communication, eh bien, c'est un processus. Hein, et c'est un processus où on a une personne qui émet un message et qui la transmet à une autre personne qui le reçoit. Et donc, quand on parle de processus, attention, parce que là, on commence à voir apparaître une complexité qui est qu'il y a une certaine marge d'erreur possible, hein, qui va être due aussi bien au fait que la langue, les gestes, les symboles, tout ça, c'est codé et qu'on a aussi une partie de décodage du message par le récepteur. Donc, on n'est pas certain que le message qu'on émet soit bien reçu. Et puis, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on utilise comme canal de communication pour communiquer. Donc, cette première partie de définition, je dirais que c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que la communication, on peut croire que c'est simple,
En réalité, c'est pas parce qu'on parle la même langue que la communication va être réussie. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, ce sont toutes les règles à respecter pour arriver à un processus qui fonctionne bien et qui permet effectivement de fédérer les équipes. Donc, on parle bien ici de communication interpersonnelle, donc qui permet de fédérer, de faire que les coopérations soient réussies. Alors, premier risque justement, si on ne fait pas correctement les choses. Premier risque, c'est de l'insécurité psychologique. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Vous voyez ici, par exemple, une personne en réunion qui demande aux personnes, est-ce que vous avez compris? La personne répond non et dehors. Bon. Ce qu'on voit bien, c'est que là, si la personne qui mène la réunion, qui conduit une équipe, qui conduit un projet, bref, le manager, le leader, si cette personne-là ne met pas en place les conditions d'une sécurité psychologique, ça va conduire les personnes à préférer se taire et donc ça va créer des non-dits dans toutes les relations et à l'intérieur de la coopération. Autrement dit, ça va semer des graines de problèmes. Et plus on va attendre, et plus les problèmes vont pousser, plus ils vont être importants. Hein, donc, cette question des non-dits, c'est extrêmement important d'être capable de les lever. Qu'est-ce que ça génère, cette insécurité psychologique, hein, dans l'exemple qu'on voit là sur cette image? C'est que ça crée de la perte de confiance, ça crée de la perte de temps. Vous avez certainement connu cette situation où on refait la réunion à la machine à café ou dans le couloir parce qu'on n'avait pas osé dire qu'on n'avait pas compris. Et puis, ça crée des erreurs, ça peut être des incidents, voire des accidents, et à ce moment-là, c'est grave, qui auraient pu être évités. Alors, autre risque possible, c'est un risque de désengagement euh, qui mène donc ici, on le voit, à la démission. Donc, les problèmes de communication, ça va abîmer les relations et ça va toucher la qualité de vie au travail. Hein. Vous l'avez déjà tous vécu quand on a des problèmes de communication, quand on n'arrive pas à se faire comprendre, qu'on n'arrive pas bien à se comprendre, ça crée de la frustration, du stress, des conflits relationnels, des ruptures de liens et on en arrive à du désengagement ou passif, hein, c'est-à-dire que finalement, les personnes s'impliquent beaucoup moins dans leur travail ou actifs en allant clairement à la rupture, à la démission. Donc on voit à quel point c'est important. Dernier risque, qui est la conclusion de tout ça finalement, c'est un risque d'échec individuel et collectif. Hein. Donc on arrive à des situations qui sont pas claires, hein, où on n'est pas capable du coup de prendre de bonnes décisions, qui aboutissent à des relations qui sont dégradées. Hein, donc, on peut avoir une mauvaise ambiance, il va y avoir de la défiance les uns à l'égard des autres, des conflits relationnels, qui aboutissent par conséquent à des problèmes dans la coopération. Hein, on a des chiffres qui sont souvent donnés par le Standish Group qui nous dit à peu près que 70% des projets sont en échec. Alors, ça veut dire qu'ils n'atteignent pas du tout ou pas complètement la cible. On a aussi des cas de burn-out, de bore-out. On a tous les RPS qui sont en forte augmentation, tous les problèmes du phénomène de grande démission, etc. Et ça, c'est un cercle vicieux, hein, ça ne s'arrête pas. Donc, on voit à quel point cette communication humaine interpersonnelle, elle a un enjeu énorme avec des risques très importants. Hein. Donc, la question qui était posée dans ce webinaire sur est-ce que l'art de communiquer c'est un enjeu pour fédérer des équipes et réussir des projets? Évidemment que la réponse est oui. Donc, quels sont maintenant les principaux obstacles à cette communication, hein? Puisque je le disais pour commencer, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on est certain de bien pouvoir communiquer. Et ça commence par notre propre subjectivité. Hein. Le problème, vous voyez là, bon, on a un super-héros qui va dire à Bart, je prépare une salade. Ok, mais Bart, il se dit, oh, c'est quoi cette salade? Et oui, parce qu'en fait, la carte n'est pas le territoire. Hein. Ça, c'est ce que nous dit Korzybski. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que en bon français, chacun perçoit le monde différemment. Et c'est ce mot-là qui est important à retenir. C'est la question de la différence. Et donc, on a beau vivre tous une même situation, on ne va pas la percevoir de la même manière et ça va être
générateur de difficultés de communication. Deuxième type d'obstacle, nos biais cognitifs. Hein. Voyez ici, on se demande pourquoi une roue carrée, ça cartonnerait pas autant que la version ronde. Eh bien, en effet, inconsciemment et en permanence, nous filtrons les informations. Hein, et on ne garde que ce qui nous paraît important. Donc, les psychologues ont fait un certain nombre de travaux en clinique, en recherche clinique, et on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 biais cognitifs. Donc, vous imaginez un peu la difficulté que ça peut être d'arriver à communiquer correctement quand on sait que notre cerveau filtre en permanence l'information et qu'on ne s'en rend même pas compte. Enfin, parmi les principaux obstacles, il y a également nos émotions. Donc, nos émotions, on va avoir des réactions émotionnelles qui vont perpétuer des perturbations cognitives, c'est-à-dire la mémoire, le langage, la perception, l'attention. Hein. Tout ça, ce sont des facultés que nous avons et qui sont optimales lorsque tout va bien, lorsque nous ne sommes pas sous l'émotion. Maintenant, sous l'émotion, tout ça, c'est complètement perturbé. Vous avez certainement connu les trous de mémoire, par exemple, à l'occasion d'un examen ou au moment où il faut prendre la parole en public, des choses comme ça. Et ça va créer des malentendus et une communication dégradée. Et ça va produire un cercle vicieux. Et tout ça va s'amplifier, hein, c'est-à-dire que la réaction émotionnelle va s'amplifier, les perturbations cognitives vont s'amplifier, les malentendus vont s'amplifier et ça ne s'arrêtera pas. Donc on voit à quel point cet aspect émotionnel est extrêmement important parce que plus on va communiquer, pire ça va être. Alors maintenant, regardons les choses calmement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Alors déjà, il faut bien distinguer informer et communiquer. Ici, 2 exemples. On informe, par exemple, à travers un journal. Donc, qu'est-ce que c'est qu'informer? C'est transmettre un message. C'est une action à sens unique et on fait un accent sur le contenu. Là, par exemple, là, tout de suite, je suis plutôt en train de vous informer. Hein, je suis pas vraiment en train de communiquer parce que j'ai pas d'interaction avec vous, je n'ai pas de retour. Donc, pour le moment, je suis plutôt dans la partie informative. Communiquer, c'est aboutir à une compréhension mutuelle. C'est donc une action à double sens. Hein. On le voyait tout au début du webinaire avec les Simpsons, là, et avec ce processus qui est à double sens. Hein. Et l'accent, il est mis sur la relation. Hein. Donc, d'un côté, on a le contenu, de l'autre côté, on a plutôt la relation. Donc, la suite, c'est que communiquer, c'est également un choix. Alors, quand je dis que c'est un choix, c'est qu'en réalité, vous voyez ici, une personne qui prend la parole en public, elle n'a pas vraiment l'air à l'aise et en fait, Václavic, hein, l'école de Palo Alto nous dit: «On ne peut pas ne pas communiquer». En effet, notre tête, notre cœur, notre corps, tout ça, c'est toute la partie non verbale et ça va, transporter certaines informations, même si on ne dit rien. Donc, en fait, soit on est dans un choix qui est non maîtrisé, soit on est dans un choix maîtrisé. Donc, moi, ce que je vous donne aujourd'hui, ce sont des clés pour arriver plutôt à la maîtrise, hein, dans le fait que communiquer est un choix et comment faire pour que ce soit une réussite. Alors, communiquer, c'est aussi une boucle. On parle de boucle de communication. Vous voyez ici, on a une première flèche. Si on s'arrêtait là, on serait dans la partie information. On est en fait dans l'importance du retour, hein, du fait qu'on a une boucle de communication. Donc, les problèmes de communication sont généralement des boucles non achevées. Ça veut dire qu'on a pu faire un certain nombre d'erreurs et donc je vous donne tout de suite là quelques erreurs à ne pas faire qui sont
de prendre position avant d'écouter l'autre, hein. Par exemple, on connaît les situations de recadrage, hein. Quand, on va s'adresser à une personne, je sais pas, par exemple, vous êtes manager, vous adressez à une personne de votre équipe, qui n'a pas fait les choses, correctement, vous faites un point et vous voulez lui rappeler, que certaines choses avaient été convenues. La tendance, naturelle, je dirais, ce serait de rappeler la règle et de dire: «Voilà, on en avait déjà parlé, donc vraiment, je te demande de respecter ça». Et le problème, c'est que si on fait ça avant d'écouter, eh bien, on va en fait rompre, la qualité de la relation avec la personne. Ce qui est très important, c'est de commencer à écouter et de chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui fait que la personne n'a pas fait ce qui avait pourtant été convenu, hein? Donc, erreur à ne pas faire, se positionner avant d'écouter l'autre. Autre erreur à ne pas faire, chercher à avoir raison. Pourquoi? Beh, je vous le rappelle, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, chacun perçoit le monde différemment. Donc en fait, il n'y a pas une personne qui a plus raison qu'une autre. Il y a des visions différentes du monde et ce qui est important, c'est d'arriver à se rassembler, à comprendre que l'autre voyait les choses différemment, être capable d'exprimer à l'autre comment moi je vois le monde, hein, comment moi je vois les choses et de faire en sorte qu'on puisse se retrouver ensemble et se dire: «Ah d'accord, alors maintenant je comprends mieux pourquoi il y a tel problème et voilà ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux». Enfin, l'erreur classique aussi, c'est écouter sans vraiment écouter, hein. Vous l'avez certainement expérimenté un certain nombre de fois. Il peut vous arriver par moments que votre esprit parte ailleurs, dans des pensées et là, vous êtes face à une personne et en fait, vous ne l'écoutez plus vraiment. Si vous deviez répéter ce qu'elle vient de vous dire, finalement, vous ne seriez pas capable de le faire. Donc voilà, c'est très important de prendre en compte cette notion de boucle. Ensuite, une notion de communication directe. La communication directe, moi j'aime bien dire que c'est vraiment le choix des leaders. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Je vais commencer par l'inverse. Qu'est-ce que c'est qu'une communication indirecte? Une communication indirecte, ça veut dire exprimer une chose pour en signifier une autre, hein. Et ça, c'est un mécanisme de défense. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'une personne, dit ou fait et puis, finalement, vous prétextez que vous avez autre chose à faire et vous quittez la réunion en avance ou bien peut-être vous aviez l'habitude de rester avec les personnes pour discuter un peu et vous décidez de quitter la réunion. En fait, vous êtes en train d'exprimer votre désaccord, mais vous n'osez pas le dire, hein. Donc ce mécanisme de défense, c'est en fait une difficulté à dire les choses, une difficulté à s'affirmer et ça va créer des incompréhensions et ça va immanquablement créer des problèmes. Donc l'inverse de la communication indirecte, en toute logique, c'est une communication directe, hein, qui est en fait le choix de s'exprimer sans masque et sans détour, hein. Je vous le disais tout à l'heure, la communication, c'est un choix. Donc en effet, cette notion d'enlever le masque, cette notion de communiquer sans détour, bien, c'est aussi le fait d'oser sortir sa zone de confort, hein. Et donc qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée tout simplement beaucoup d'authenticité dans votre communication. Hem, Cette authenticité, je reprends des mots de Christophe André qui dit: «C'est la capacité à être soi-même face aux autres, sans effort ni mensonge», hein. Ça va montrer aussi que cette personne-là qui est capable d'une communication directe, c'est une personne qui est courageuse. C'est aussi une personne qui a de l'humilité et c'est aussi une personne qui montre son humanité, hein. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de l'importance, de la bienveillance, hein, de ce leadership bienveillant, de ce management bienveillant. Eh bien, ce management bienveillant, il fait le choix d'une communication directe et c'est ça qui va inspirer la confiance et le désir de suivre,
Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a une quinzaine d'années de ça, donc avant que je fasse mon métier de coach, je menais un des derniers projets que je menais, qui était un projet où on me demandait de consolider un certain nombre de projets SharePoint qu'il fallait faire évoluer, donc une quinzaine de projets SharePoint à faire évoluer. Et j'avais pas spécialement envie de faire ce projet-là. Et en plus, je me sentais pas forcément très légitime. En tout cas, je me sentais pas beaucoup plus légitime que les autres, que toutes les autres personnes qui, comme moi, faisaient la même chose que moi, à manager en fait à gérer leur propre SharePoint. Simplement, c'est à moi qu'on avait confié ce projet. Et donc, dès la première réunion, j'avais réuni toutes les autres personnes qui étaient eux aussi en charge du SharePoint de leur business unit. Et j'avais été très directe, honnête, et j'avais eu le courage de leur dire, écoutez, moi, on m'a demandé de prendre la direction de ce projet, mais en fait, je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Et donc, on va faire ce travail ensemble et on va apprendre à marcher ensemble. Eh bien, je peux vous dire que le résultat de ça, c'est que ça a mis tout le monde à l'aise, ça m'a mis moi aussi très à l'aise, et que ce projet a été mené à la fois avec beaucoup d'aisance, du plaisir et une efficacité que je n'avais jamais connue auparavant dans une gestion de projet. Donc, je vous invite vraiment à cette communication directe, à cette authenticité, et faites-en l'expérience. Vous verrez ce que ça change vraiment, à la fois dans les relations avec les personnes et dans l'efficacité de la conduite de projet. Alors maintenant, les clés. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à cette qualité de communication? La clé la plus importante, c'est le calme intérieur. Alors, ce calme intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se sentir au calme, tranquillement. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir que même moi, j'ai beau être professionnelle sur ma communication, j'ai démarré le webinaire avec un rythme assez rapide, et puis petit à petit, les choses s'installent. Donc les choses s'installent, ce calme intérieur est là, ça augmente la capacité d'attention. Alors la capacité d'attention, par exemple, là, dans un webinaire où on ne voit pas les personnes, évidemment, c'est plus difficile de savoir dans l'interaction qu'est-ce qu'il se passe puisqu'il n'y a pas de feedback. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour le moment, je suis plutôt dans une partie informative. Donc en tout cas, ce calme intérieur, il augmente la capacité d'attention. Attention sur soi, attention sur les autres. Il va donc restaurer les facultés cognitives. On l'a vu tout à l'heure, ça c'est l'aspect très important. Et puis il va ouvrir à l'empathie, à la compassion. Il va permettre de s'ouvrir à l'autre. Et puis il va se diffuser aux autres aussi par les neurones miroirs. Si vous êtes calme, les autres vont pouvoir aussi retrouver le calme dans une situation où éventuellement ça pourrait un peu commencer à stresser. Donc, ça vous permet d'avoir une bonne qualité de présence. Ça vous permet aussi de faire de la clarification, en tout cas d'essayer de clarifier ce qui se passe et d'éviter qu'il y ait des non-dits qui s'installent. Ça vous permet d'être dans une attitude beaucoup plus bienveillante. Et puis, ça crée de la sécurité ontologique. Alors, ce terme ontologique, peut-être tout le monde ne le connaît pas. Ça veut dire en fait la sécurité de l'être. Autrement dit, c'est un sentiment de sécurité intérieure. On se sent bien. Ensuite, une autre clé importante, c'est l'intention. Quelle est votre intention là quand vous allez rentrer en communication? Posez-vous cette question. Est-ce que mon intention là, quand je rentre en communication avec une personne, je reprends encore une fois l'exemple du recadrage, parce qu'on se rend compte que malgré les nombreuses formations qui sont faites sur l'art du feedback, sur le recadrage, etc., il y a encore beaucoup de problèmes. Donc, si les formations à l'art du feedback, il suffisait d'en faire une pour que les problèmes soient tous réglés, ça se saurait. En réalité, ça ne marche pas comme ça du premier coup. Pourquoi? Parce que justement, cette communication, elle est complexe et cette intention que vous avez quand vous entrez en communication,
elle joue un rôle déterminant. Donc, si votre intention, c'est de passer votre colère sur l'autre, ou si votre intention, c'est d'apporter du réconfort à une personne, ou si votre intention, c'est de faire de la boxe avec l'autre, parce qu'en fait, vous avez toujours raison. Donc, de toute façon, vous voulez que l'autre finisse par capituler. Ou si au contraire, votre intention, c'est d'apporter de la reconnaissance à l'autre, de le féliciter, de l'encourager, eh bien, la communication ne va pas se passer de la même manière, hein. Donc, vous n'arriverez pas au même résultat. Ensuite, une autre clé, la clarté, hein. La clarté, alors c'est un peu comme dans l'immobilier. Je ne sais pas si vous le savez, mais la règle dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Eh bien là, en communication, c'est la clarté et la clarté. Donc c'est la clarté de l'idée, la clarté des mots utilisés, et la clarté du lien entre le message verbal et le non-verbal, ce qu'on appelle la congruence, hein. Si vous voyez une personne qui vous dit oui, ça va super bien, et qu'en même temps, vous voyez qu'elle a un visage fermé, qu'elle a l'air complètement crispée, ou quelque chose comme ça, vous voyez bien qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas en réalité, hein. Donc, bon, je reprends là les mots de Boileau, vous connaissez certainement cette formulation qui dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Les mots pour le dire viennent aisément. Donc, cette clarté est également très importante. Autre point très important, l'écoute. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que l'ordre dans lequel je vous donne ces clés, c'est pas forcément un ordre. Tout est important et l'écoute est évidemment une chose que j'aurais pu placer en numéro 1, si vous voulez. J'ai parlé du reste parce que tout interagit, mais l'écoute, c'est vraiment cette chose très importante. Donc, ouvrez grand les oreilles quand vous communiquez, hein. C'est Goethe qui dit: «Parler est un besoin, écouter est un art». Vous l'avez peut-être déjà entendu un certain nombre de fois. C'est absolument vrai et l'art de communiquer est principalement un art de l'écoute, hein, et c'est une écoute sans jugement et sans a priori. Et là, je reboucle avec ce que je vous disais tout à l'heure au début du webinaire. Souvenez-vous de tous ces biais cognitifs qui sont là. C'est extrêmement difficile de communiquer sans a priori parce que nous avons tous ces biais cognitifs qui font que en permanence, notre cerveau nous amène en fait à filtrer ce que nous recevons et la manière dont nous percevons le monde. Donc, en réalité, euh, savoir écouter, on croit qu'on sait écouter parce qu'on a 2 oreilles, mais c'est absolument faux et c'est quelque chose qui se travaille dans la durée et ça demande un véritable effort que de savoir écouter. J'insiste vraiment parce qu'en tant que coach, je connais l'importance de l'écoute et je sais bien qu'en même temps, bien souvent, les gens ne sont pas conscients de l'importance de cette écoute et de tout ce qui se passe de manière très inconsciente et du fait on pense écouter. En réalité, la plupart du temps, on est très très loin d'une écoute qui permet d'éviter justement que des non-dits s'installent. On est très loin d'une écoute qui nous permet d'avoir cette qualité de lien, qui nous permet d'instaurer la sécurité psychologique, toutes ces choses qu'on a vues auparavant. Alors, je continue sur l'écoute. En fait, une écoute de qualité, ça va vous renseigner sur la bonne réception de votre message, hein. Donc, l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vérifier en boucle de rétroaction que votre message a bien été reçu. S'il a mal été reçu, vous allez pouvoir ajuster votre message. Donc là, vous allez à nouveau prendre la parole pour pouvoir apporter certaines précisions, toujours dans le but de vous faire comprendre, hein, puisque en fait, une bonne communication, c'est une compréhension mutuelle. Et puis, si vous avez de votre côté une écoute de qualité, eh bien, sachez que ça va inciter l'autre à faire comme vous, hein. Si au contraire, vous coupez tout le temps la parole à la personne, ça va inciter la personne, pardon, à vous couper la parole, hein. La manière dont on se comporte à l'égard d'une personne va inciter l'autre personne à se comporter de la même manière que vous. Donc,
toujours une fois, dans cette question de fédération d'équipe, de qualité relationnelle et de réussite de ce que vous entreprenez, de vos projets, ayez cette qualité d'écoute qui va permettre d'avoir cette bonne coopération. Une autre clé, c'est l'attention. Où posez-vous, où portez-vous votre attention quand vous interagissez, hein? Là, on a des personnes autour de la table. Est-ce que votre attention, vous la portez sur vous? Hein, donc ce qui se passe dans votre tête, vos pensées, ce qui se passe au niveau du cœur, les émotions, ce qui se passe au niveau du corps. Est-ce que vous êtes tendu? Voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que votre attention, elle est sur les autres? Est-ce que votre attention, elle est sur l'environnement? Hein, parfois, il peut se passer quelque chose dans l'environnement. Il peut y avoir un bruit qui surgit dans l'environnement et vous pourriez être totalement, votre attention pourrait être totalement déportée et vous pourriez avoir du mal à revenir dans ce qui se passe et donc perdre un certain nombre d'informations importantes sur ce qui se passe avec les autres dans l'interaction et ça pourrait vous faire perdre en qualité d'interaction, en qualité relationnelle. Alors, donc, les gains en fait qu'on a sur une communication claire, hein, c'est que on a une intelligence humaine augmentée. Alors, je me suis amusée un petit peu avec ça, c'est qu'on parle, on parle aujourd'hui beaucoup de l'IA, eh bien, on a une autre forme d'IA avec un H au milieu, hein, cette intelligence humaine augmentée, avec de l'intelligence collective, de l'intelligence adaptative, et de l'intelligence relationnelle et de l'intelligence émotionnelle, hein. Donc collective parce qu'en effet, on le sait en réalité, quand on est dans une bonne communication, eh bien, l'intelligence collective, elle est supérieure à la somme des intelligences individuelles, hein. Ça a été prouvé, par plein d'exemples, ça a été beaucoup étudié. Ensuite, on est dans une intelligence adaptative, c'est-à-dire que, vous le savez en fait, en permanence, les choses ne se passent pas comme prévu, hein. C'est extrêmement rare, dès lors qu'on travaille, avec de l'humain, hein, et fort heureusement encore aujourd'hui, ce ne sont pas les robots qui nous remplacent. Donc tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, que ce soit seul ou en équipe, mais même quand on est seul, de toute façon, notre réussite, on ne la doit jamais juste à nous-mêmes, mais on la doit au fait qu'on est en interaction avec d'autres personnes. On est donc en permanence en nécessité de s'adapter à ce qui se passe. Donc, plus on est en capacité d'accepter les choses, de faire avec et de trouver des solutions, plus on est en capacité de s'adapter, et en fait, plus on est intelligent. On a également, quand on a une communication claire, on a une vraie intelligence relationnelle, hein. C'est-à-dire qu'en effet, quand les choses ne se passent pas comme prévu, on peut avoir tendance à vouloir, critiquer les autres, on peut avoir tendance à en vouloir à une personne de ne pas avoir respecté quelque chose qui avait été dit et cetera et cetera et ça va abîmer la relation. Manque de bol, il va falloir quand même qu'on continue à travailler ensemble. Donc, c'est très important de prendre soin de cette relation. Donc, on va arriver, même avec des problèmes, on va arriver à prendre soin de la relation et à faire que on trouve des solutions. Et puis, on arrive aussi à développer notre intelligence émotionnelle. Et ça, c'est très important. Une chose qui est une chance, en fait, qu'on a, c'est que sur l'intelligence émotionnelle par rapport à l'intelligence intellectuelle, hein, qui est mesurée en QI, on sait que l'intelligence émotionnelle, on peut la développer, hein. On peut la développer en la travaillant. Et donc, cette intelligence émotionnelle, c'est elle aussi qui va être au cœur de toute cette communication que vous allez avoir dans les interactions avec les autres. Voilà, donc voilà ce qu'on trouve en fait dans les gains d'une communication claire. Alors, les champs d'application, ils sont vastes, hein. Vous allez les avoir dans l'efficacité commerciale, à travers la prospection, la conception de vos offres, la fidélisation client, hein. Par exemple, moi je l'ai beaucoup vu avec les personnes que j'ai formées.
elles étaient surprises que elles arrivaient beaucoup mieux à prospecter et elles concevaient leurs offres beaucoup plus facilement parce qu'en fait, elles avaient développé une qualité d'écoute beaucoup plus grande, elles parlaient beaucoup moins, elles étaient beaucoup plus à écouter la personne, à lui laisser du temps, à comprendre ce qui était important pour elles. Et elles se rendaient compte que finalement, leurs entretiens de prospection se transformaient beaucoup plus souvent en réponse positive de la part du client et donc en contrat que ce qu'elles avaient auparavant. Voilà, ça c'est typiquement une réponse très concrète, un apport très concret de ce que c'est que bien communiquer, de ce que c'est que d'ouvrir grand ses oreilles. Ensuite, sur la prise de décision, sur la résolution de problèmes, eh bien, ça va s'appliquer, par exemple, dans le champ du conseil, hein, si vous êtes consultant, si vous faites du management interculturel, par exemple, hein, puisque justement, quand on est dans l'interculturel, eh bien, il faut réussir à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça pour telle personne, qu'est-ce que ça veut dire ça pour telle autre, en fonction de telle ou telle origine, background culturel de la personne. Ça va jouer bien sûr dans le management hiérarchique, dans le management transversal, hein, qui est finalement le management le plus difficile parce qu'on n'a pas le côté, on n'a pas cette notion un peu de pouvoir qui nous est donnée par le hiérarchique quand on conduit un projet ou même quand on anime un réseau. Ça va être important dans la conduite du changement, où on va avoir en fait beaucoup de prises de décision à faire et beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, il va falloir être en capacité de beaucoup clarifier pour pouvoir prendre les bonnes décisions et résoudre des problèmes. Hein. Je vais vous donner un autre exemple que j'avais vécu quand je faisais une de mes dernières missions cette fois-ci en tant que consultante, enfin une des dernières missions, pardon, chez Total, hein, puisque j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années chez Total avant d'être coach. Et là, j'intervenais en tant que consultante externe pour eux. Et j'ai pu apporter en fait mes connaissances et mon expertise de clarificatrice dans une réunion, dans une conduite de projet où ça patinait depuis à peu près 3 semaines. Le projet était bloqué avec une entité pilote et entre l'équipe projet et une entité pilote. Je me suis permis de prendre le lead sur la réunion et de faire pendant 15-20 minutes, de faire un peu de clarification avec l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table. Et finalement, au bout de ce temps, le problème était résolu et je voyais bien que les personnes étaient plutôt étonnées de voir que ça s'était résolu aussi simplement, de façon aussi fluide. En fait, ça tenait à pas grand-chose, mais le fait est que c'était des non-dits qui n'avaient pas été exprimés et qui, de part et d'autre, restaient là comme des grains de sable qui étaient venus enrayer la machine et qui faisaient que la boule de neige c'était un peu comme une avalanche, avait fait que le projet était devenu complètement bloqué. Donc, on voit à quel point avoir des capacités en fait de clarification par une bonne écoute, par une bonne communication, permet vraiment de résoudre des problèmes et d'éviter, là en l'occurrence, des retards importants sur un projet. Ça s'applique aussi dans le champ de la formation et dans tout ce qui va être la culture de l'apprentissage, hein, parce que ça va vous permettre de créer un climat de sécurité, ça va permettre d'avoir aussi une dynamique de groupe, d'avoir une bonne inclusion. Nous avons un petit problème, nous avons perdu Anne. Elle est en ligne, elle revient. Oui. Anne est partie, mais elle va revenir. Petit problème technique. J'espère que Anne va nous rejoindre rapidement. Anne, es-tu là?
Désolé hein, pour cette coupure. J'espère que Anne va pouvoir nous rejoindre. Non, je ne crois pas qu'elle soit repartie chez Total. J'espère qu'elle reviendra vite chez RH Solutions. Il y a Tanguy, notre assistante technique, qui communique avec elle. Je suis désolé, ce sont des situations qui arrivent au pire moment. On aura la rediffusion. Oui, dans tous les cas, vous aurez la rediffusion. C'est certain, mais j'aimerais bien tout de même qu'on puisse finir ce webinaire correctement. Alors, ça communique entre le technicien de Webikeo et Anne. Véronique qui nous dit que la présentation est vraiment très intéressante et facile à comprendre, à intégrer. Et je pense à appliquer. Merci. En tout cas, merci Véronique pour ce retour. Merci pour ce retour. En effet, Anne a cette capacité à Ah, des choses comme ça y est. Voilà Anne. Ok, je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors Anne, Ok. on attendait avec impatience. Les retours de nos participants sont positifs. Ils t'encouragent même à te reconnecter. Bon, alors super, ben, je vous remercie beaucoup. Alors, donc je remets le partage d'écran. Vas-y, j'accepte tout de suite. Voilà, c'est OK. Voilà. Désolé. Eh bien, voilà. Alors, vous voyez d'ailleurs, c'est très intéressant ce qui vient de se passer là, parce que ça vous permet d'avoir une très bonne mise en application de qu'est-ce que c'est l'importance du calme lorsque un problème intervient comme ça. Vous voyez là, il y a quand même un certain enjeu. On n'a pas beaucoup de temps, on a à peine 1 heure pour faire une présentation sur un sujet d'importance. Si j'étais tombée en panique par rapport à ça, je ne serais pas en capacité de continuer comme je le fais là. En fait, pour moi, ce n'est pas un souci. Je me remets à votre service pour pouvoir continuer à vous expliquer ce qui se passe. Enfin, ce qu'on peut faire, en tout cas, pour vous aider dans cette qualité de communication. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça se présente, par exemple, dans la formation, hein, jusqu'avant que ça coupe. Je parlais, par exemple, de la problématique du traitement des objections. S'il y a des personnes parmi vous qui font de la formation, mais même quand on n'est pas formateur, hein, par exemple, on est en réunion, on est en train de présenter une idée qu'on a, et on va peut-être avoir une personne qui va vous dire « Ah, mais là, je ne suis pas d'accord, etc. » Et ça peut être difficile de faire face à une objection. On peut se sentir un peu contrarié, on peut se sentir attaqué, etc. En fait, il y a des manières de faire que j'appelle des manières aïkido qui permettent en fait d'accueillir plutôt ce qui se passe chez l'autre. Et je vous renvoie à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, où plutôt que d'être dans une intention de faire de la boxe et de dire oui, mais moi j'ai raison et je vais te montrer que j'ai raison et je vais te mettre KO, en fait, vous allez plutôt faire de l'aïkido, parce que en fait, celui qui mène, c'est toujours celui qui s'adapte, et vous allez mettre en œuvre tout ce qu'on a vu auparavant et être en capacité, en fait, de ramener la personne à ce que vous étiez en train de présenter, de faire en sorte aussi cette dynamique de groupe soit préservée et que cette personne ne se retrouve pas non plus mise un peu à l'écart, surtout si c'est quelqu'un qui fait assez fréquemment des objections et que ça pourrait, par exemple, finir par énerver d'autres personnes dans le groupe. Donc, on voit comment, en termes d'inclusion aussi, c'est important. Alors, ça s'applique évidemment dans le champ de l'entreprise, ça s'applique dans le champ de l'éducation, la justice, la santé, la famille, le couple. Donc, tout ça, on voit bien que finalement, dans toutes les situations d'interaction qu'on a, tout ce dont je vous ai parlé va s'appliquer.
Alors, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je regarde le timing là, sur le temps qui nous reste. On a démarré il y a 3/4 d'heure. Vous pouvez vous former à la communication clarifiante. Ça, c'est ce que je fais moi, qui correspond à un peu tout ce que je vous ai présenté. On travaille sur la conscience de soi, hein, le fait de développer son attention et puis d'apprivoiser ses émotions, hein. Donc on développe son intelligence émotionnelle aussi à travers ça. On travaille sur la connaissance de soi aussi, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui se passe là dans notre cerveau et quels sont les liens entre les émotions, les pensées, les comportements. Et puis, on regarde aussi ce volet humain et ce volet technique de ce que c'est qu'une bonne communication, ce que c'est qu'une communication claire et clarifiante. Clarifiante, ça veut dire qui va permettre de contribuer, qui va contribuer en fait à résoudre des problèmes et qui va contribuer à prendre soin du lien avec les autres. Hein, quand il y a des moments, ça va un peu tanguer là, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et encore une fois, on en a eu un bon exemple tout à l'heure. Et donc, tout ça, bien entendu, pourquoi c'est dans un cercle une flèche? Parce que tout ça, ça interagit en permanence, cette conscience de soi, connaissance de soi et ces principes, toute cette pratique de la communication clarifiante. C'est quelque chose qui se fait en 2 jours. C'est un parcours sur 4 semaines parce que en 2 jours consécutifs, vous ne pourriez pas apprendre à le faire. Ça nécessite beaucoup d'entraînement, donc un entraînement sur 4 semaines. Et les personnes qui suivent les recommandations que je leur donne ont effectivement de vrais progrès, comme j'en parlais tout à l'heure, par exemple, sur le fait qu'en termes de prospection, eh bien, elles ont des taux de réussite qui sont beaucoup plus importants. Et puis après, globalement, dans la relation client et dans le management, etc., dans la manière de mener les projets, globalement, dans cette communication interpersonnelle, les choses se passent beaucoup mieux. Donc, ça s'adresse à tout public, c'est éligible aux OPCO. Vous pouvez avoir de l'information sur le site de mon cabinet Prendre sa place. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tarif Early Bird si vous vous inscrivez 2 mois avant. Voilà. Ça, j'en ai parlé parce qu'en général, les gens me posent la question, mais comment on fait pour se former à ça? Maintenant, je vais passer aux questions. On a un petit peu de temps là pour que je puisse répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je sais que j'ai été un peu rapide, enfin je le sais parce qu'en tout cas je l'imagine, j'essaye de me mettre à votre place. J'ai été un petit peu rapide sur le sujet, il y avait beaucoup de choses à en dire. Maintenant, je suis vraiment à votre disposition là pour répondre à vos questions. Oui, Yann, alors merci beaucoup déjà pour cette présentation qui fait l'unanimité sur sa clarté justement et sa compréhension. Alors j'ai plusieurs retours. Ce qui ressort de manière assez récurrente, c'est que notre groupe de participants ont beaucoup fait de formation en développement personnel, plutôt en forme de boulimie, nous dit Véronique, et je suis arrivé à saturation encore plus perdue. J'apprécie en effet le calme, c'est apprécier le moment présent, vivre intensément. Donc ça, c'était un retour sur le moment présent. Ok. Bertrand qui nous dit, ah, si tout le monde pouvait appliquer vos conseils. Et Isabelle te pose la question suivante, comment se comporter face à un manager qui n'a pas conscience de cela et se comporte lui-même en dérive? Faut-il le lui dire calmement ou comment faire comprendre le problème? Alors déjà en général pour répondre aux questions, j'aime bien rentrer en interaction avec la personne qui a posé la question. Est-ce que là c'est possible ou pas, Eric? Euh, par écrit seulement. Elle pourra malheureusement le faire que par réponse écrite. C'est Isabelle qui a posé la question. Alors, en tout cas, Isabelle, pour répondre à votre question et toutes les personnes qui peuvent avoir cette situation, oui, bien sûr, la première des choses à faire, de toute façon, c'est le calme, hein. On ne peut jamais aboutir à une solution, à une résolution de problème quand on n'a pas retrouvé son calme. D'ailleurs, en général, si on fait ça, on s'aperçoit quelque temps après, hein, une fois qu'on est revenu au calme, peut-être quelques heures après, ou peut-être le soir quand on rentre chez soi, ou quelques jours après, on se dit ah là là, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça.
Donc, l'urgence, c'est déjà de retrouver le calme. Donc, on n'intervient pas, on se tait, on prend un temps pour soi. Et si c'est nécessaire, eh bien, on peut dire à la personne, là, je suis désolée, j'ai besoin de prendre un petit temps. Si vous voulez bien ou si tu veux bien, on en reparlera un peu plus tard. Ok. Donc ça, vraiment, ce calme, c'est extrêmement important. Ensuite, je parle de communication authentique, hein, d'être dans un choix de communication directe. À un moment donné, il faut oser dire ce qui se passe pour vous. C'est extrêmement important. Alors peut-être que cette personne ne se rendait pas compte de ce qui se passait pour vous. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en capacité de se mettre à la place de l'autre. Il faut aussi savoir que ce que l'on vit aujourd'hui dans les entreprises, enfin, vous le vivez vous-même, hein, il y a de plus en plus de stress. Et donc, les personnes ont beau être formées en management, en communication, etc. Il y a de plus en plus de tempêtes, en fait, hein. Il y a de plus en plus, le bateau tangue de plus en plus. Donc, et les personnes sont sursollicitées. Ce qui veut dire aussi qu'en termes d'attention, les personnes ont de moins en moins cette capacité d'attention pour voir ce qui se passe chez les autres et même pour voir ce qui se passe chez elles. Donc, ce qui veut dire que, je dirais, il y a de moins en moins de conscience, en fait. C'est un petit peu comme si on conduisait sur l'autoroute, que le brouillard commence à se lever, qu'il épaissit de plus en plus, et puis qu'on roule toujours à 130, hein, et qu'on ne prend pas en compte le fait que ben, l'environnement a changé et que les passagers dans la voiture commencent à être un peu stressés et que voilà, et que soi-même d'ailleurs on commence à stresser et qu'on fait comme si de rien n'était. Donc oui, à un moment donné, il faut prendre le temps d'avoir cette conversation extrêmement authentique, mais en ayant pris soin d'être calme, hein. Donc voilà ce que je peux répondre. Je sais que c'est pas facile. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne en coaching individuel, par exemple. Je leur permets, en fait, dans une situation comme celle-là, je leur permets de travailler ça avec moi en séance, de sorte qu'elles puissent, comment dire, vivre ce qui se passe pour elles émotionnellement et nettoyer un peu, dégonfler toute la bulle et faire exprimer tous les non-dits que ça a créé dans la relation avec cette personne, hein, et qui fait qu'effectivement, plus les non-dits se sont installés, hein, je parlais tout à l'heure de graines, que quand on laisse des non-dits s'installer, on sème des graines de problèmes. Vous avez certainement tous fait l'expérience que plus on tarde à dire les choses et plus ça va être difficile de le dire, hein. Et entre-temps, on aura créé de plus en plus de problèmes et peut-être la situation sera vraiment devenue grave. Donc oui, il faut le dire dans le calme et de manière authentique. Et cette personne-là, je pense, ne vous en voudra pas, à moins de tomber sur un psychopathe. Cette personne ne vous en voudra pas et je pense que peut-être même elle vous remerciera de cette authenticité parce qu'elle-même, elle se met un masque, elle-même, elle n'ose pas être authentique avec vous. Donc finalement, quand vous faites ça, c'est vous qui prenez le lead, hein. On dit toujours en fait que en fait, dans la communication, c'est le plus mature des deux qui va prendre en charge la communication. Peut-être que dans le cas que vous soulevez, eh bien, c'est peut-être vous la personne la plus mature par rapport au manager et eh bien, c'est très bien que ce soit vous qui preniez en charge cette communication et peut-être que vous allez aider ce manager, en fait, à progresser, dans sa communication. Autre question, Anne. Quelle différence faites-vous entre la communication et le dialogue? De Anne-Lise. Ah ben, le dialogue, c'est de la communication, hein. Le dialogue, c'est de la communication. Ce qui n'est pas de la communication, enfin, la différence, c'est vraiment information et communication. Donc dans un dialogue, on est bien dans une boucle, hein, sauf si, ce sont 2 personnes qui sont dans un dialogue de sourds et donc à ce moment-là, on est finalement dans 2 personnes qui sont dans un schéma informationnel et qui donc ne se rencontrent pas, hein, n'aboutissent pas à une compréhension mutuelle. Donc tout ce que je vous ai dit là,
Derrière le mot communication, bien sûr que vous pouvez utiliser le mot dialogue, vous pouvez aussi utiliser le terme conversation. Tout ça, c'est un échange, une interaction entre deux personnes qui doit aboutir à une compréhension mutuelle. S'il n'y a pas de compréhension mutuelle, il n'y a pas de communication, au sens où il n'y a pas de communication réussie. Autre question, on a beaucoup de questions, Anne, là, donc peut-être des réponses un peu plus courtes, s'il te plaît. Ok. Angélique qui lui te demande, auriez-vous des références de lecture sur l'art de communiquer? Alors, des références de lecture sur l'art de communiquer, eh bien, mon prochain livre, quand il sortira. Alors, non, en fait, j'ai pas de. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose qui émane en fait de toute l'approche de la clarification du mental. Euh, donc, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais trouvé ailleurs dans les formations que j'ai faites en communication, que je n'ai jamais trouvé dans des livres que j'ai pu lire en communication. Donc, si la question de la clarification du mental, ça vous intéresse, mais là, ça s'adresse vraiment à des personnes, par exemple, qui sont coachs ou qui sont des professionnels de la relation d'aide, qui sont dans l'accompagnement. À ce moment-là, je vous recommande la lecture du petit livre de Jacques de Panafieux qui s'appelle La clarification, qu'on trouve en e-book. Voilà, et qui coûte 6 ou 7 euros, donc qui est très accessible. Mais on est vraiment là dans quelque chose d'assez expert. Voilà, mais j'ai pas spécialement de, de lecture à vous recommander qui correspond exactement à ce que je vous ai dit. Hein, sinon, des lectures, il y en a d'autres, bien entendu. Annick, Anne, alors qui soulève un sujet évidemment qui est souvent qui est souvent la crainte que l'on a à communiquer de manière assez claire et franche, c'est que Annick nous dit on paye parfois très cher l'honnêteté, la clarté et le choix de s'exprimer sans détour, mais comme tu dis, c'est une affaire de choix aussi. Hein, Oui, alors je dirais que, bon, encore une fois, j'aurais bien aimé pouvoir interagir avec la personne qui pose cette question pour apporter une réponse la plus appropriée. Donc, je vais extrapoler, mais ce que je veux dire, c'est que si vous continuez en fait à travailler avec une personne qui ne permet pas d'avoir cette qualité de communication, et donc qui ne permettrait pas d'avoir cette authenticité et qui vous en ferait payer le prix, hein, c'est-à-dire autrement dit, peut-être qui va vous mettre à l'écart, etc., etc. À un moment donné, vous ne pouvez plus pouvoir de toute façon continuer à aller travailler dans ces conditions. Hein. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça va être le burn-out, ça va être le bore-out, ça va être la démission, ça va être de toute façon, il y aura rupture de relation. On ne peut pas, nous sommes en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres de relation, nous ne sommes pas des robots et on ne va pas y laisser notre santé. Hein. Donc, c'est ce qui fait qu'une personne qui n'accepterait pas que vous puissiez avoir ce niveau d'authenticité, en fait, quand on est dans l'authenticité de la communication, c'est pour le bien de la coopération. C'est pas juste comme ça pour le fun, pour se dire ah oui, moi je vais être dans l'authenticité. Derrière, il y a un enjeu de qualité de la coopération et de qualité de la relation. Hein. Et d'ailleurs, euh, la performance découle toujours d'une qualité relationnelle. C'est pas l'inverse. Hein. Donc, cette qualité relationnelle, elle est extrêmement importante et je vous encourage à avoir cette authenticité. Oui, si je peux me permettre, Anne, il faut faire attention à la toxicité des fois des relations qui, de toute façon, on le payera à un moment donné ou à un autre. Donc, Exactement. c'est notre responsabilité justement d'agir. Autre question, Jean-Philippe, comment faire accepter à l'équipe projet qu'il y a des temps longs dans les phases d'un projet avec des points de passage obligatoires? Je travaille avec des consultants qui sont dans l'immédiateté des choses, avec en perspective des résultats tangibles. Ah, la grande question. Oui, j'ai eu cette expérience aussi dans la gestion de projet. Euh, Effectivement, les consultants vont apporter une solution
et on est un petit peu parfois dans l'IACA faucon. Il faut réussir en effet à prendre en compte qu'on est là dans le fait qu'on apprend en marchant, qu'on avance dans l'inconnu. Et un consultant chevronné, de toute façon, il sait très bien comment se passe une conduite de projet, il sait comment se passe une conduite de changement, et il sait que ça prend du temps. Hein. Vous connaissez peut-être cette petite métaphore, c'est pas en tirant sur les cheveux qu'il pousse plus vite. Donc, si les consultants tirent sur les cheveux, ça va juste faire du mal à toute l'équipe et ça va arriver à la casse. Hein. Les cheveux, en fait, on va les perdre. Donc, à un moment donné, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une conversation alors, évidemment, il y a une des règles dont je n'ai pas parlé, on ne doit jamais faire perdre la face en public à une personne. Hein. Donc, s'il est nécessaire de faire à un moment donné un point, avec le pilote, avec le consultant qui s'occupe du pilotage. Bien entendu qu'il est nécessaire de se faire ça en respectant tout ce que j'ai évoqué, hein, mais vraiment d'être dans ce choix de communication directe. Il y a beaucoup de questions là sur la fin. Ouais, conseillez-vous des formations de coach sur la communication? Bien sûr, je pense que… Des formations de coach sur la communication. Alors, il y a plusieurs formations, bien entendu, sur la communication. Il y a plein de manières, hein, il y a plein d'approches de communication. En fait, ce que je vous ai présenté là, c'est une théorie de la communication qui repose sur tous les principes de clarification. Donc, si ce que je vous ai présenté là vous intéresse, je vous invite en fait à vous former avec moi sur la communication clarifiante parce que ça, vous ne le trouverez pas ailleurs. Par contre, vous pouvez aussi choisir de vous former sur d'autres approches de communication qui sont intéressantes aussi. Moi, je recommande par exemple les formations en PNL. D'ailleurs, il y a pas mal de proximité entre la PNL et la clarification, bien qu'il y ait vraiment des spécificités. Je sais qu'à titre personnel, moi, je suis vraiment une passionnée de communication depuis toujours. Hein. Tous les métiers que j'ai faits chez Total avaient tous en lien ce fil rouge de communication. Et c'est pas par hasard ensuite que quand j'ai décidé de voler de mes propres ailes, je me suis dédiée à la communication humaine. Lorsque j'ai découvert cette communication par la clarification, je n'avais jamais rien vu d'aussi efficace. C'est pour ça que c'est vraiment ça que j'ai choisi et c'est pour ça que je l'enseigne aujourd'hui à des coachs. Maintenant, je trouve aussi extrêmement intéressant la PNL. Je trouve aussi intéressant la CNV. Je mets un petit bémol sur la CNV parce qu'on a tendance à croire que la CNV, c'est un processus, hein, là, en 4 étapes, et quand on a fait les bases de la CNV, c'est bon, on a ce qu'il faut pour y arriver. CNV, c'est communication non violente, il faut préciser. Merci Eric. En réalité, la communication non violente, la CNV, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une philosophie qu'il faut vraiment avoir fait rentrer dans les muscles pour bien l'appliquer. Donc moi, je connais un tas de gens qui sont formés en CNV et qui passent leur temps à s'engueuler. C'est pas une plaisanterie. Donc en fait, il faut vraiment avoir fait rentrer ça dans les muscles. Et c'est pas par hasard que moi, dans la formation que je fais, elle ne dure que 2 jours, mais en réalité, c'est un entraînement sur 4 semaines. S'il n'y a pas cet entraînement sur 4 semaines, rien ne va changer. Et donc, c'est extrêmement important au 2e jour de vérifier où est-ce que vous en êtes dans l'intégration de ces réflexes. Parce qu'en fait, il faut changer nos réflexes de communication. Hein, et je le vois à travers vos questions, je les comprends bien. J'étais à votre place avant. Et je comprends bien comment c'est difficile d'être dans cette authenticité, d'être dans ce choix de communication, mais ça tient au fait que vous avez des réflexes de communication à changer. Super. Bah, je pense qu'on va… Oui, en effet, le pape de la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg. En effet, Malika qui répond à certains participants. Bon, je crois qu'on peut clôturer ce webinaire. En tout cas, un grand merci, Anne. Merci beaucoup. Tu nous as éclairé en ce début de semaine. Là, ça fait toujours du bien de démarrer la semaine comme ça. Merci à vous tous. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. C'était vraiment, pour moi, c'est extrêmement riche et j'espère vous avoir apporté des réponses éclairantes.
et que vous ayez pu avoir en tout cas par le support que vous aurez également et le replay, et que vous pourrez regarder ça à tête reposée et profiter de tous ces apports voilà, pour avoir une bonne communication avec vos équipes, avec vos partenaires, vos associés, vos clients, vos prospects et avoir beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup. Vous aurez le replay d'ici 1 heure avec le support. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.